Quelque chose qu'on essaie vraiment d'éviter lorsqu'on pratique l'analyse appliquée du comportement, notamment auprès d'enfants, qu'ils soient neurotypiques ou qu'ils aient un trouble neurodéveloppemental, c'est promesses et menaces. On essaie vraiment d'éviter les promesses et les menaces, d'une part parce que c'est quelque chose de compliqué à utiliser et quelque chose de compliqué à comprendre, et ensuite parce que on est quand même au-delà de quelque chose de bienveillant et on est vraiment dans le si tu fais ci, tu auras ça. En fait, quand on étudie le comportement, on aimerait que l'enfant comprenne de lui-même les contingences en place et qu'il réalise que il va obtenir quelque chose, il se passe des choses agréables quand il fait ce qu'on lui demande. Voilà. Mais on ne veut pas avoir à le formuler exactement pour éviter justement de tomber dans promesses et menaces. Vous allez me dire peut-être que vous avez déjà vu ça dans pas mal de livres sur l'éducation bienveillante et positive. On essaie d'éviter promesses et menaces. C'est pas bien, c'est pas bien. Pour autant, on n'a pas toujours des solutions. Moi, là, je vais vous parler d'un mot que je dirais le mot magique, mon mot magique en tout cas, pour éviter d'utiliser promesses et menaces avec les enfants au quotidien. Voilà. Déjà, les premières choses qu'on peut faire. Un, c'est la structuration dans le temps. La plupart des enfants, surtout les plus jeunes, surtout les enfants avec un trouble neurodéveloppemental, ont une grande difficulté à se repérer dans le temps. Leur dire ce qui va se passer dans la matinée est une bonne chose. Et le répéter et vérifier qu'ils aient bien compris, c'est toujours une bonne chose. On va au marché et ensuite on va chez, et l'enfant peut dire chez mamie, parce que vous aviez déjà dit. Une fois qu'on est chez mamie, quand on rentre, ce sera l'heure du repas. Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre? Et l'enfant va répéter, je prends mon repas. Donc, essayez vraiment de mettre en place cette structuration temporelle. Certains vont utiliser aussi des time timers. Enfin, il y a plusieurs outils qui sont disponibles pour que ce soit la structuration temporelle soit possible. Certains enfants savent lire l'heure, c'est merveilleux. Donc, on peut dire à midi, il se passe ci, ou ton temps d'écran s'arrête quand l'aiguille est là. Donc, je vous ai parlé de la structuration temporelle. La structuration visuelle peut être très importante. C'est quelque chose même qu'on peut retrouver dans l'approche Montessori, qu'on peut retrouver dans la méthode Teach, pour ceux qui connaissent. Ça va être l'espace travail est différent de l'espace repas. L'espace ceci, donc là, quand on a une structuration visuelle et vraiment des espaces, l'enfant sait que quand il est à tel endroit, on attend telle chose de sa part. Voilà. Donc ça peut aider aussi. Dites-vous que cette structuration spatiale, elle est importante. Au-delà de ça, au niveau de la structuration visuelle, on peut utiliser des pictogrammes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on utilise énormément avec des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, mais ça peut être tout à fait utilisable avec des enfants neurotypiques qui ont la photo de papa ou maman dans la poche parce que ce soir, c'est papa ou maman qui va venir les chercher à la crèche. Voilà, bon. Ça peut être utilisable pour tous les enfants. Donc, structuration dans le temps, structuration dans l'espace, structuration visuelle. Ça, ce sont déjà des outils qui peuvent vous aider. Vous pouvez organiser plein de choses autour de ces points-là. C'est le moment de vous donner le mot magique. Donc la grande différence entre si tu fais pas tes devoirs, de toute façon, tu n'auras pas ton goûter. Ok? Ou si tu ne ranges pas ta boîte de jouets, tu n'auras pas une nouvelle boîte de jouets. Ça, c'est le mauvais exemple que je vous ai donné. Maintenant, écoutez si je vous propose cela. Un enfant est en train de jouer, il a mis un bazar dans sa chambre, il a vidé une caisse de jouets, et là, il vous réclame une autre caisse de jouets. Là, à ce moment-là, vous pourrez dire, avec un visage très ouvert, oui, d'accord, d'abord, c'est là le mot magique, d'abord, range cette caisse de jouets. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire, ouais, enfin bon, moi, mon enfant, il va me dire non, et il va quand même me demander la caisse de jouets. C'est très bien, sauf que c'est vous qui devez être le maître de cet objet en l'occurrence. C'est vous qui devez pouvoir distribuer cet objet. C'est pareil pour le goûter, c'est vous qui le distribuez. L'enfant ne peut pas se servir. Hein. Ça, c'est une question de maîtrise de l'environnement. Mettre les jouets dans des caisses transparentes et en hauteur, ça vous permet de travailler à la fois la demande, mais aussi la collaboration, la coopération de l'enfant. Si vous mettez à disposition que des chocs à pic et tous les Mars et les sneakers sur la table, a priori, votre enfant va vous demander peu de goûter, il va se servir, point. Donc on en revient à notre situation. Le visage ouvert, oui, bien sûr, d'abord, range cette caisse de jouets. Là, peut-être qu'il va y avoir une crise. Okay, ce que j'appelle une crise, c'est l'enfant va râler, crier, va essayer de varier ses comportements.
moi, j'ai envie de dire la meilleure chose à faire, si vous savez que l'objet désiré n'est pas atteignable par l'enfant seul, vous vous posez à ce moment-là, retrait d'attention, vous mettre sur votre téléphone ou peu importe, en tout cas prendre un temps où l'enfant n'obtient rien. Si l'enfant a très envie de l'autre caisse de jouets, à un moment, il va se dire: «Bon, c'est nul en fait, je m'ennuie, j'ai envie de mon autre caisse de jouets et j'en ai vraiment envie», ce qui va me permettre de faire ce rangement. Donc ça, ce mot magique que j'appelle le «d'abord», vraiment, c'est parce que ça va faire qu'on va faire une activité non préférée avant de faire une activité préférée. En ABA, on appelle ça le principe de Prémac et vous pouvez l'utiliser vraiment pour tout. Ça évite de dire non, ça évite d'entrer en conflit. Pour autant, on est très clair sur l'ordre des choses. J'ai faim, l'enfant veut se mettre à table. D'abord, lave tes mains. Alors en plus, dans le contexte sanitaire actuel, vous ne pouvez vraiment pas être flexible là-dessus. D'abord, lave tes mains. On est d'accord que le repas ne va pas être servi tant que l'enfant n'a pas lavé ses mains. Vous n'avez pas pour autant besoin de dire « si tu te laves pas les mains, tu manges pas ». Le fait juste qu'il ne se passe rien tant que l'enfant ne sait pas laver les mains, c'est juste compréhensible. Voilà. La question de la maîtrise de l'environnement, en fait, on le fait tout le temps. Si vous invitez des amis à dîner, si vous faites un grand repas, vous invitez 20 personnes, a priori, c'est vous qui allez décider de l'endroit où les gens vont se placer chez vous. Donc, vous allez disposer une table d'une telle façon, peut-être pour un buffet, disposer la nourriture, les boissons, les endroits pour s'asseoir, de manière à ce que les gens ne se répartissent pas n'importe comment dans la maison. Ça, c'est déjà de la maîtrise de l'environnement. Donc, on reprend pour essayer de rester dans la bienveillance, dans l'analyse du comportement, plutôt dans une observation du comportement de l'enfant et de l'écoute de ses demandes. On va attendre les demandes de l'enfant et ensuite, on pourra lui faire un « bien sûr, d'abord, fais ci ». Alors attention, encore une fois, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les consignes, demandez des choses qui sont vraiment faisables par l'enfant, quelque chose de très simple, de très facile, et vous savez qu'il peut déjà le faire. Voilà. J'espère que ça aura pu vous aider.